Les différentes techniques chirurgicales, je vais vous parler 2 minutes de la photoablation. La stratégie de photoablation dans le traitement du kératocone, il y en a deux. La première stratégie qui a été proposée par Kimionis en Grèce est basée sur le principe, ça c'est très important à savoir, que l'épithélium est très aminci au niveau du sommet du cône et il garde une épaisseur normale en périphérie de la cornée qui n'est pas déformée. Donc c'est aminci ici. Donc le principe de Kimionis, c'est le suivant, c'est de faire une PTK en gros de 50 microns, qui est l'épaisseur, comme vous savez, de l'épithélium. Et donc si on fait une PTK de 50 microns ici, on va s'arrêter juste au niveau de la basale de l'épithélium. Alors qu'ici, comme l'épithélium est aminci, réduit à une ou deux couches, si on fait une PTK de 50 microns, on va photoablater un petit peu de tissu stroma. Et donc l'idée, c'est que ça va permettre de raboter, entre guillemets, l'apex du cône. Et comme c'est associé à cross-linking, c'est pas très dangereux. Il a publié ça, dans Ophtalmologie il y a quelques années. Et les conclusions de cet article, c'est que ça permet d'améliorer l'acuité visuelle, non seulement de freiner l'évolution du kératocone, mais en plus d'améliorer l'acuité visuelle de ces patients. Certes, c'était assez astucieux comme technique, mais c'est quand même, je dirais, approximatif, puisque vous en avez 550 microns de PTK et vous ne savez pas trop combien de tissu stromal vous enlevez au niveau du cône. Bref, c'est pas inintéressant, on a fait ça chez certains patients dans le service, avec des résultats très variables. Une autre stratégie qui a été proposée également par un grec, par Kimionis, c'est de faire une photoablation qui va être guidée par la topographie cornéenne. Le principe est le suivant. Vous avez ici le cône, avec très bombé ici, et le principe, c'est le même principe que Kimionis, mais guidé par la topographie cornéenne, c'est de raboter le cône ici pour l'affaisser un petit peu, et également de faire une photoablation à l'opposé du cône, pour en quelque sorte fragiliser la cornée supérieure et essayer de normaliser la cornée. Alors Kimionis publie des résultats magnifiques. Kimionis, c'est quelqu'un de très bien, mais en termes de publication, il n'y a que lui qui a publié, enfin il y a essentiellement que lui qui a publié sur cette topographie, sur cette photoablation topoguidée. Et les autres équipes qui se sont essayées à cette technique ont des résultats qui ne sont pas du tout ceux de Candelopoulos. En tout cas, dans notre expérience, on a opéré 20 patients avec cette stratégie-là, avec des résultats qui ne sont pas bons du tout. Et je crois qu'il faut se méfier, c'est pas pour dire que c'est critiqué, mais se méfier des résultats publiés par Candelopoulos, puisque c'est la seule équipe qui a publié de bons résultats avec cette stratégie. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience au Maroc, mais en tous les cas, tous les copains spécialisés dans le kératocone qui se sont essayés à cette technique n'ont pas des résultats qui sont merveilleux. Une autre stratégie, ce sont les implants intraoculaires. Alors c'est une stratégie qui est rare, mais qui peut être indiquée dans certains cas. Vous pouvez utiliser soit l'implant artisan, Orthiflex, iris clos, qui à mon avis est une bonne indication dans ce type de pathologie, puisque vous savez, le cornée est très bombé et la chaîne antérieure est très profonde, et donc vous pouvez vous permettre un implant clippé sur l'iris, que vous pourrez mettre dans l'axe que vous voulez, puisque c'est vous qui allez le clipper dans l'axe que vous voulez. Vous pouvez également utiliser, comme ça a été publié, l'implant ICL, je crois qu'il est très utilisé au Maroc. Quelles sont les indications de ces implants dans le kératocone? Je crois que l'indication essentielle, ce sont les kératocones qui sont associés, qui déforment tellement la cornée, qui sont associés à des fortes myopies. Et donc vous allez traiter dans le même temps opératoire l'astigmatisme induit par le kératocone et la myopie induite par le kératocone. Vous avez ici un exemple. Les meilleures indications, c'est certainement les dégenerations marginales pellucides, qui sont, vous savez, des kératocones très périphériques. Pourquoi? C'est parce que ça laisse, même si c'est très déformé en périphérie, vous voyez, dans l'aire pupillaire, ça induit un astigmatisme qui est relativement symétrique. Et vous avez cet exemple de patient qui avait ça en préopératoire et qui en post-opératoire avait quasiment plus d'astigmatisme et une acuité visuelle qui s'est grandement améliorée. Donc c'est toujours difficile de proposer cet implant dans le cas du kératocone. Je crois qu'il faut les proposer. Il faut bien regarder les topographies cornéennes. Et si dans l'aire pupillaire, vous voyez ici, l'astigmatisme est relativement symétrique, s'il y a une myopie forte associée induite par le cône, c'est une bonne indication, à mon avis, d'implant intraoculaire, bien entendu, s'il ne tolère pas les lentilles. Ce qui peut aider également, c'est de comparer l'acuité visuelle en lunettes et en lentilles. Et si l'acuité visuelle en lentilles est bien meilleure qu'en lunettes, ce n'est pas une bonne indication, puisque forcément le tort, la correction par le tort de l'implant sera la même correction que par le tort d'une lunette.
et donc ça sera pas une bonne indication. Donc retenez, en 2 mots, il faut qu'il y ait de la myopie associée et il faut que la cinématique dans l'aire pupillaire soit relativement symétrique. Je vais dans les autres techniques chirurgicales. Il y a la greffe. Je ne sais pas. Une seconde. Je m'excuse. Voilà. Donc la greffe, pour revenir au plan, à l'organigramme initial, c'est indiqué lorsqu'il y a des opacités, bien entendu, et lorsque malgré tous les essais, que ce soit lentilles ou les autres stratégies, l'acuité visuelle du patient n'est pas satisfaisante. En pratique, ça représente, vous voyez, en gros, uniquement, heureusement d'ailleurs, uniquement des 10% des kératocones. Encore une fois, c'est lorsque la visée n'est pas bonne ou lorsqu'il y a des opacités. Alors la grande révolution en matière de kératocones, c'est ça, c'est ce type de greffe. Il ne faut plus faire de greffe transfixiante en matière de kératocones. Le traitement du kératocone, c'est la greffe lamellaire antérieure, qu'on appelle KLAP, ou si vous le dites en anglais, DALC, qui consiste à préserver l'endothélium du sujet d'un kératocone, puisque dans le kératocone, il n'y a que le stroma qui est atteint, l'endothélium n'est pas atteint, et donc c'est une greffe qui va respecter la décemée et l'endothélium. Donc il y a plusieurs façons dont le principe, encore une fois, vous l'avez vu, c'est d'enlever tout le stroma. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, c'était l'occasion pour Duhat, donc il faut laisser la décemée et l'endothélium, et puis Duhat, c'était l'occasion pour lui de décrire une nouvelle membrane qui est située en avant de la décemée. Et en fonction de la dissection, vous allez disséquer le stroma, soit en avant de la membrane de Duhat, soit en avant de la membrane de la décemée. La technique de référence est celle-là, donc qui consiste, vous voyez ici, à injecter une bulle d'air dans les lamelles profondes du stroma, comme vous voyez sur la droite. Donc on injecte une bulle d'air, donc ce qui permet de disséquer les lamelles stromales profondes. Et puis dans certains cas, vous voyez, on n'arrive pas au niveau de la décemée. Et pour finir la dissection terminale, on peut soit réinjecter une bulle d'air, comme vous le verrez peut-être dans la diapo suivante, si je rappelle bien, ou alors faire une dissection par du visqueux. Vous voyez, on finit de disséquer, de séparer la décemée des lamelles profondes, en injectant, comme vous voyez ici, du visqueux, et donc ça va nous permettre de faire une dissection. Et vous voyez ici, lorsque la cornée est magnifiquement transparente, c'est qu'il n'y a plus aucune lamelle stromale et qu'elle est arrivée au niveau de l'endothélium du receveur. Et là, on va faire une greffe lamellaire tout à fait conventionnelle. Donc ça, c'est une autre vidéo pour montrer tout bêtement qu'on peut également, vous voyez, on n'a pas disséqué encore une fois, et on peut réinjecter une bulle pour redisséquer les lamelles profondes de la membrane de décemée. Le but étant de mettre la décemée à nu. Alors, quels sont les résultats? Les résultats sont les suivants. Il y a beaucoup moins de risque de rejet, puisque le patient a conservé son endothélium, donc il n'y a pas de risque de rejet endothélial. Le seul risque de rejet, c'est un risque de rejet stromal, et donc ça a diminué de façon considérable le risque de rejet, puisqu'il y a 3 fois moins de rejet après ce type de greffe. Le rejet, c'est ce que je viens de vous dire, c'est uniquement un rejet stromal qui va se traduire, vous le savez, par un œdème du stroma. Et comme vous voyez ici, vous avez 2 exemples de rejet. Le traitement, le patient vient vous revoir parce qu'il a une baisse d'acuité visuelle, une douleur, une rougeur, il a un œdème du stroma. Et le traitement, c'est celui-là. En pratique, nous, on fait souvent un bolus de sodium pour casser le rejet, qui est associé à des corticoïdes à forte dose, 6 à 8 fois par jour, à dose régressive et éventuellement du sous-conjonctival corticoïde. Donc ça a été une révolution en matière de greffe dans le kératocone, puisque, vous le voyez, il y a également une perte endothéliale qui est considérablement moins importante après ce type de greffe, après une greffe transficiente. Vous avez ici cette magnifique publication, il y en a une autre, qui montre la perte cellulaire endothéliale avec une greffe conventionnelle. Vous voyez qu'à 4 ans, on a une perte endothéliale qui est majeure, alors qu'après, si on fait une greffe lamellaire antérieure, la perte stromale, la perte endothéliale est beaucoup moins importante. Elle est un peu plus importante que si j'ai un sujet normal, mais elle est beaucoup moins importante que lors d'une greffe transficiente. Donc ça a révolutionné le résultat de la greffe dans le kératocone. Les avantages, c'est celui-là, il n'y a plus de rejet endothélial, il y a une perte endothéliale qui est moins importante. Par contre, on pensait que ça allait induire un astigmatisme moins important, puisqu'on conservait la membrane
de DSME, ce n'est pas le cas, ça donne autant d'astigmatisme que la greffe transfixiante conventionnelle. Et puis il y a une complication particulière à ce type de greffe, c'est que si lorsqu'on n'a pas encore trop l'habitude de faire ce type de greffe, il y a une courbe d'apprentissage, on peut laisser des opacités dans l'interface, mais un chirurgien est rapidement expérimenté dans ce type de greffe, et si l'on laisse quelques opacités dans ses premières greffes, au bout de dizaines de cas, on laisse des interfaces parfaitement transparentes. Donc je vous ai représenté encore une fois sur cette diapositive le résumé de la conduite à tenir dans un kératocone, c'est essentiellement les lentilles et les lunettes. Si en lunettes ou lentilles, le plus souvent l'acuité visuelle est satisfaisante. Si l'acuité visuelle n'est pas satisfaisante en lentilles ou en lunettes, on peut essayer les différentes stratégies chirurgicales dont nous avons parlé, les anneaux, le laser, les implants. Et puis si malgré tout ça, l'acuité visuelle n'est pas bonne ou il y a des opacités, la seule stratégie c'est la greffe. Et puis si le kératocone est évolutif, il faut lui dire d'arrêter de se frotter les yeux et lui faire un traitement par le cross-linking. Je pense que c'est la dernière diapositive pour le traitement. Est-ce que vous avez des... Éventuellement, si vous voulez, on peut mettre quelques diapositives sur le diagnostic, si ça vous intéresse. Comment faire le diagnostic du kératocone en topographie cornéenne, ou alors on peut discuter... Est-ce que vous avez des questions à poser sur le traitement du kératocone? Des remarques à faire? Je voulais répondre. Quel type de cross-linking vous utilisez? On utilise celui de l'Avedro. L'Avedro, ça donne à peu près 12 minutes d'égout-la-vie et 8 minutes d'exposition aux UV. Donc ça fait à peu près 20 minutes. 20 minutes, c'est le cross-linking rapide, s'il vous plaît. Je crois que, pour résumer les choses, je crois que si vous avez affaire à un cross-linking qui est très évolutif comme le cross-linking de l'enfant ou du sujet jeune, je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut faire un cross-linking conventionnel. Il faut faire un cross-linking epi-off, en enlevant l'épithélium, parce qu'on est sûr que celui-là marche. Tous les autres cross-linking dont je vous ai parlé, que ce soit le transépithélial, la iontophorèse, ça marche moins bien. Donc je crois qu'autant vous pouvez vous permettre de faire un cross-linking transépithélial ou par iontophorèse chez un sujet de 25 ans qui progresse un petit peu ou pas beaucoup, parce que vous prenez pas beaucoup, c'est pas le temps de prendre des risques, et il ne progresse pas beaucoup, mais autant si vous voyez un jeune, notamment un enfant de 18 ans qui progresse beaucoup, il ne faut certainement pas lui proposer un cross-linking transépithélial, il faut lui proposer un cross-linking qui marche. Je ne sais pas si je suis clair. Donc dans les cas, en résumé, dans les cas hautement évolutifs, il faut faire un conventionnel. Oui. Pour les cornées fines de moins de 400 après ablation d'épithélium, vous faites quelle technique? Ben, il y a plusieurs stratégies possibles. Vous voulez répondre? Les cornées fines. Les cornées fines, moins de 400 microns, on évite de faire le cross-linking. Tous les risques qu'on a rencontrés en faisant des cross-linking sur des cornées 390 n'est pas une contre-indication. Bon, si on trouve 300 microns, 360 microns, il faut éviter. Parce que toutes les complications du cross-linking sont dues aux cornées fines. Il y a plusieurs stratégies si ça fait moins de 400. Il y a la stratégie de laisser l'épithélium en place. À mon avis, ça n'a pas de sens. Donc on peut l'oublier. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser une molécule qui fait gonfler la cornée de façon temporaire. Donc ça augmente son épaisseur de façon artificielle, de façon temporaire. C'est pas évident que ça marche parce que si ça la fait gonfler, les fibres de collagène s'espacent entre elles et c'est pas sûr que ça fasse un cross-linking. Et puis il y a une troisième stratégie qui a été montrée par l'équipe de Taylor, que nous utilisons nous, qui consiste à diminuer le temps d'exposition, d'irradiation. Il y a une courbe aussi sur l'intérêt, je pourrais vous la faire passer, ça a été publié, qui montre que si on diminue le temps d'irradiation, c'est linéaire, on diminue la profondeur du cross-linking et le risque endothélial. Et donc, en résumé, il ne faut pas faire, je pense, je suis d'accord avec lui, des cross-linking si on a une cornée très fine, mais si vous avez un jeune de 18 ans qui a une cornée qui fait 380, moi je pense qu'il faut lui faire un cross-linking, parce qu'il est hautement évolutif, il faut le traiter, quoi. Et 380, je n'ai plus les chiffres en tête, je peux vous donner la courbe, mais c'est un temps d'irradiation qui n'est plus par l'irradiation habituelle de 30 minutes, qui n'est plus de 30, mais qui est de 22 minutes. Donc, en gros, c'est ça, entre 350 et 400, vous diminuez de 10 minutes le temps d'irradiation et vous pouvez le traiter. Je crois qu'il faut le traiter, ces gens, parce qu'ils progressent. Mais après, moins de 350, je pense qu'il ne faut pas s'amuser.
voilà. En pratique, c'est ce qu'on fait nous, on diminue le temps d'irradiation en se fiant à cette courbe qui a été publiée par, je ne sais plus son nom, quelqu'un de l'équipe de Theo Seiler. Raiskup, si vous voulez, ça s'écrit R-A-I-S-K-U-P-F. Il a publié ça il y a 2 ans, et vous avez la courbe, et on fait ça en pratique, et ça marche très bien. On n'a pas eu de perte cellulaire endothéliale. Est-ce qu'on peut indiquer une greffe de cornée chez un patient qui a un kératocone sans opacité, dont l'acuité visuelle peut être améliorée par lentille ou bien dilaté. Par crainte peut-être d'hydrops. En matière d'hydrops, ça se traite. Je pense que François est tout à fait d'accord avec moi. On laisse en dernier recours. Vraiment quand on n'arrive pas à améliorer par une autre technique. Donc la greffe de cornée. Oui, j'ai dû. Mon organigramme ne doit pas être très clair, parce que je crois que si la culture visuelle est bonne, il faut le laisser avec ses lentilles. Il faut retenir que le traitement du kératocone, c'est la contactologie. Hein. On parle de chirurgie depuis 1 heure, là, mais c'est le contactologue qui traite le kératocone. C'est pas nous. Hein. Enfin, c'est pas nous, on fait tout, mais bon. C'est pas chirurgical le kératocone habituellement. Est-ce que vous voulez qu'on parle 10 petites minutes sur le diagnostic, comment faire le diagnostic du kératocone à la topographie? Juste une dernière question. Si vous observez un échec du cross-linking, quelle est l'opportunité ou comment vous faites un nouveau cross-linking? Le turnover du stroma est très lent, c'est-à-dire les fibres de collagène mettent, ça a été bien montré par des études de Dimitri Trissier, mettent en gros 10 ans à se renouveler. Donc c'est un métabolisme très lent, le stroma cornéen. Donc en théorie, comme les kératocones, je vous l'ai dit, il est évolutif surtout à l'âge de 20 ans, et comme le turnover des fibres de collagène c'est 10 ans, au bout de 10 ans, il est plus évolutif, puisque en général, c'est pas en général, de façon générale, un kératocone n'évolue plus après 30 ans, sauf cas exceptionnel. Donc vous le traitez à 20 ans, le métabolisme étant lent de 10 ans, il n'y a pas de raison de le retraiter. Donc, ce qui veut dire que dans 98-19% des cas, on n'a pas retraité les patients, du fait de ce métabolisme très lent de la cornée. Les patients qu'on a retraités, c'est les enfants, je pense que vous en voyez pas mal au Maroc. Ce sont ces gamins qui ont entre 15 et 20 ans, 18 ans, et qui ont des kératocones hautement évolutifs. Et malheureusement, ces patients-là, on est parfois amené à les retraiter, parce qu'on fait un premier cross-linking et le cross-linking ne marche pas, il faut le retraiter. Donc les seules indications de retraitement, heureusement elles sont rarissimes, ce sont ces kératocones très évolutifs du sujet très jeune. Je ne sais pas si c'est l'expérience que vous avez. Notre expérience en cross-linking, c'est vrai que, je l'ai expliqué tout à l'heure, avant 20 ans, c'est du cross-linking systématique. C'est vrai que nous avons énormément de kératocones, et surtout moins de 20 ans, ils sont très très évolutifs. En fait, on attend sur l'autopographie à 6 mois et 1 an d'intervalle. Si c'est après 1 an d'intervalle de dioptrie, il ne faut pas hésiter à cross-linker. Pour le retraitement, évidemment, moi je crois que si on continue à surveiller ces gens, s'il y a encore une évolution d'élévation de dioptrie, il ne faut pas hésiter à retraiter, surtout pour les jeunes. Moi je parle toujours avant 20 ans, 25 ans. Et la question c'était 6 mois, 1 an, 3 mois? Et non, il faut donner l'efficacité maximum du cross-linking, c'est à 6 mois. Il faut se donner au moins 6 mois, ça c'est clair. S'il vous plaît, pour les cross-linking sur quand est-ce que vous pensez des cross-linking sur lentille? Non, à mon avis, ça n'a pas de sens. Parce que c'est remettre plus bas. Ça a été abandonné, ça a été proposé et ça a été abandonné. C'est pas une bonne façon. Vous voulez qu'on dise 2-3 mots de comment faire le diagnostic de kératocone fruste en topographie, ça vous intéresse ou pas? Oui. J'ai essayé de faire des choses. C'est important parce que ça permet de dépister, pour les gens qui font de la chirurgie réfractive, il faut savoir dépister le kératocone fruste et savoir le traquer. Donc il faut utiliser, à mon avis, 2 types de topographie et pas une seule. La topographie spéculaire effective et la topographie d'élévation. Rapidement, je vais vous parler de topographie réflective.
je m'excuse, c'est un peu basique, mais ça peut intéresser certains. Dans la réflective, c'est basé sur le fait qu'on envoie un disque de Placido sur la cornée, on étudie les réflexions du disque de Placido sur la cornée. Ça, c'est important. Il y a des facteurs d'erreur lors de l'examen qui font porter un faux diagnostic de kératocone. Le premier, c'est la fixation. Je crois que c'est très important, lorsque vous faites la topographie ou lorsque vos orthométristes ou orthoptistes le font, de bien s'assurer que le patient fixe bien. Donc, heureusement, il y a souvent un contrôle avec le topographe, vous vérifiez que le patient fixe bien. Vous avez regardé un patient qui a bien fixé, et puis en bas, c'est le même patient qui fixait, vous le voyez, en haut, il fixe très bien, c'est au sein de la pupille, en bas, il regardait vers le bas, et vous voyez qu'apparaît, lors d'une mauvaise fixation, une fausse image de kératocone. Donc, un, il faut contrôler que le patient fixe bien, et deux, il faut contrôler qu'il n'y a pas de ménisque lacrymal. Vous avez ici à gauche un patient, je ne sais pas si vous voyez ici, qui écarte pas bien les yeux, il y a un ménisque lacrymal, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui donne une fausse image de kératocone. Il suffit de faire écarter au même patient les yeux du patient, et vous voyez que les larmes, le ménisque disparaît, et le patient a une topographie normale. Donc en topographie spéculaire, avant de savoir les interpréter, il faut s'assurer que le patient fixe bien, et deux, que le patient écarte bien les yeux. Ça, c'est une vieille pupille de Rabinovitch, qui est ancienne, mais qui reste toujours d'actualité, qui avait analysé tous les cas possibles de topographie et regardé quels sont les signes suspects de kératocone. Ça, c'est toutes les images qu'on peut voir en topographie. Il y a celle-là, l'image en 8. Ça, c'est l'image typique d'un sténosis congénital. Lorsque vous voyez ça, c'est-à-dire que lorsque la partie supérieure du 8, vous voyez ici, et la partie inférieure du 8 sont magnifiquement symétriques, mais si vous êtes sûr que c'est un sténosis congénital, c'est pas un kératocone. Le kératocone, ça se caractérise par une asymétrie. Dans l'asymétrie, vous risquez rien. Les autres images qui doivent être suspectes de kératocone, c'est celle-là, un bombement inférieur, une angulation entre les deux axes du 8, que vous voyez ici, la partie inférieure du 8 qui est plus grande que la partie supérieure, et puis ça c'est la forme hautement dangereuse. Vous avez non seulement la partie inférieure qui est plus grande, il y a en plus une angulation entre les deux axes, c'est ce qu'on appelle en forme en J. Voilà, ça c'est un bombement inférieur typique. Ça, vous voyez, c'est une forme en J, c'est-à-dire qu'ici, c'est plus grand que là, et l'angulation entre la partie supérieure et la partie inférieure du 8, il y a une angulation. Ça, c'est autrement suspect de kératocone. L'autre signe important de kératocone, c'est que les deux yeux sont magnifiquement bien faits, la nature est bien faite. Normalement, un sujet normal, on a ce qu'on appelle l'énantiomorphisme, c'est-à-dire qu'on a les deux yeux, les deux cornées sont une image en miroir l'une de l'autre. Dans le kératocone, vous voyez ici, ça c'est un sujet normal, et dans le kératocone, il y a une perte de cet énantiomorphisme, qui est un signe également suspect de kératocone. Le diagnostic différentiel, vous le savez, c'est le port de lentille de contact. Si la lentille de contact est décentrée vers le haut, ça va appuyer vers le haut, et ça va faire bomber le bas, et ça va donner une fausse image de kératocone. La solution, c'est pas compliqué, il faut demander au patient d'arrêter la lentille de contact. Ce patient, il est venu nous voir, on lui a fait, ça survient le plus souvent sur des lentilles de contact rigides, et à l'ablation des lentilles de contact, la topographie se normalise. Ça, c'est une image qu'il faut connaître aussi. Vous allez me dire, c'est à peu près symétrique, là. Tout à l'heure, je vous avais montré l'image de 8 symétrique, qui n'était pas un kératocone, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'est un kératocone central. C'est symétrique, mais c'est ça. Vous voyez, il y a deux choses qui doivent vous inquiéter. D'abord, les valeurs importantes de la topographie, puis surtout, si je reviens en arrière rapidement, là, ça, c'était la symétrie congénitale qui était ici. Voilà. Vous voyez que le 8, il est symétrique, mais là, il va jusqu'en périphérie de la cornée. Je ne sais pas si vous voyez. Très important. Le bombement, il va jusqu'en périphérie. Alors qu'ici, non, pardon. Alors qu'ici, vous voyez, le bombement, il est uniquement au centre. Toute la partie périphérique de la cornée, elle a une courbure normale. Donc ça, il faut savoir connaître ce type de kératocone. Ça, il faut le savoir aussi, il faut connaître. C'est ce qu'on appelle, c'est une forme très périphérique de kératocone qui s'appelle la dégénérescence méningéale pellucide, où le kératocone est tellement décentré dans cette image, donc, je ne sais pas si vous voyez ici, l'amincissement inférieur, très décentré, il donne cette image d'un aile de papillon ou un moustache qui est tout à fait caractéristique. Alors après, il y a des gens qui se sont amusés à développer des logiciels pour essayer de quantifier les choses. L'indice Rabinovitch reste le meilleur. Je crois, retenez, parce qu'il est à retenir que lorsque vous voyez une angulation entre la partie supérieure et la partie inférieure du 8, ce qu'on appelle le SRAX, c'est suspect de kératocone. On avait publié dans l'ophtalmologie montré que lorsque le SRAX est supérieur à 20 degrés,
c'est un signe hautement suspect de kératocone. Il y a des limites dans ces analyses quantitatives. Regardez cette image-là. Elle vous inquiète cette image, non? D'après ce que je vous ai dit, c'est une image en J, puisque ici c'est plus bombé, en bac en haut, et puis il y a l'ingulation entre les deux méridiens. Vous voyez que le logiciel, il dit que c'est pas un kératocone. Donc il faut vraiment pacifier au logiciel et retenir ces images suspectes dont je vous avais parlé. Là aussi, il y a un bombement inférieur, alors que le logiciel ne détecte rien. La deuxième façon, le type de topographie pour détecter le kératocone, c'est la topographie d'élévation. Vous le savez, alors il y a plusieurs machines. Le principe est de faire des coupes optiques de la cornée et qui vont permettre d'analyser non seulement la face antérieure de la cornée, mais également la courbure de la face postérieure de la cornée. Donc on peut utiliser soit Orscan qui utilise des coupes optiques, et on peut utiliser également d'autres machines comme le Pentacam ou autres qui utilisent des images infrarotatives. Le principe est le même, c'est d'analyser donc la face postérieure de la cornée. Et donc ça se présente sous forme de carte colorée également. Le principe est d'analyser la forme de la cornée en fonction d'une sphère de référence. La sphère de référence est verte. Si l'élévation de la cornée, si la cornée est moins élevée que la sphère de référence, les images seront en bleu. Et si la cornée est plus élevée que la sphère de référence, les images seront dans des couleurs chaudes. Donc voilà ce qu'en général, ce que montrent les topographies d'élévation. L'élévation antérieure, vous n'avez rien à faire, ça n'a strictement aucun intérêt. Il ne faut pas la regarder, il faut regarder deux choses. Ça, c'est l'élévation antérieure sur la topographie spéculaire. Ça, vous en foutez, et vous regardez ça. L'élévation postérieure et l'épaisseur et la carte de pachymétrie. Voilà les choses qu'il faut regarder. On va passer sur peu importe. Voilà ce qu'il faut regarder au niveau de la face postérieure. Il faut rechercher deux signes qui sont totalement suspects de kératocone. Un bombement postérieur et rechercher le point le plus faible. Le bombement le postérieur, c'est ça. Vous avez à gauche, d'après vous, c'est quoi à gauche? C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal. Vous retrouvez, si vous voulez, en négatif, l'image en sablier, enfin l'image parfaitement symétrique qu'on avait tout à l'heure en topographie spéculaire, et qui est de 8 magnifiquement symétrique. Donc ça, si vous voyez ça au niveau de la face postérieure, donc c'est moins bombé que par rapport à la sphère de référence. Ici, c'est plus bombé par rapport à la sphère de référence, on est d'accord? Mais c'est parfaitement symétrique, ça, c'est pas du tout suspect de kératocone. Ce qui est suspect de kératocone, c'est ça. Vous voyez, c'est ce bombement postérieur localisé, que vous voyez ici, qui est souvent décentré, d'ailleurs, par rapport au centre de la cornée, que j'appelle ça l'image d'Atoll. Ça, ce bombement postérieur au niveau de la face postérieure, c'est hautement suspect de kératocone. Alors, ce bombement, il y a des gens qui ont essayé de le quantifier. En gros, ça dépend des machines, mais retenez que si le bombement que vous utilisez en Orscan ou en Pentacam, si le bombement est supérieur à 20 microns, c'est un signe suspect de kératocone. Voilà, si vous voyez ça, ce bombement postérieur, vous voyez, ça se quantifie. Vous voyez ici, ça veut dire que c'est plus bombé par rapport à la sphère des références de 59 microns, donc c'est hautement suspect de kératocone, puisque la limite en haut, c'est 20 microns qui est autorisée. Ça, c'est ce que je vais vous dire. La deuxième chose importante à regarder en topographie d'élévation, c'est le point le plus fin. Donc ça, on s'en fiche. Voilà. Ça, c'est le principe. Ça, c'est une cornée normale. Vous voyez que dans une cornée normale, la partie la plus fine est la partie centrale, et de façon progressive, très progressive, la cornée va s'épaissir jusqu'en périphérie. En gros, une cornée au centre, enfin ça dépend maghreb, c'est plus fin, mais ça fait 520 microns, et en périphérie, ça va jusqu'à 600 microns de façon progressive. Dans le kératocone, du fait de la déformation, on va avoir une cornée très très fine à l'apex, et cet apex, il est souvent décentré par rapport au centre optique de la cornée. Donc ça, on s'en fiche, on n'a pas le temps. Voilà ce qu'il faut savoir regarder sur une carte d'élévation. Ça, c'est une cornée normale. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle la carte pachymétrique, c'est elle qui tout à l'heure était en bas à droite, qu'il faut savoir regarder. Dans une cornée normale, vous voyez, c'est ce que je vous disais, le point le plus fin, il est au centre de la cornée, et plus on va en périphérie, plus la cornée s'épaissit. Ça, c'est une cornée de kératocone. Vous voyez, le point le plus fin, il est décentré. Je ne sais pas si vous voyez, il est plus au centre ici, ça c'est le centre, ça c'est le centre de la pupille. Et vous voyez que le point le plus fin, la 426, il est décentré par rapport au centre géométrique de la cornée. Donc un point comme ça, le plus fin qui est décentré, en dehors du centre optique de la cornée, c'est autrement suspect de kératocone. Et puis retenez ça c'est crucial à retenir, c'est que si le point
Ça, c'est la topographie spéculaire. Vous vous rappelez que ça, c'est une image en J, hautement suspecte, mais vous voyez que le point le plus bombé, il est ici. C'est le même patient. Le point le plus bombé, il correspond, si ce point le plus bombé correspond à la zone d'élévation en topographie postérieure qu'on avait vu tout à l'heure, je vous avais décrit, je ne sais pas si vous vous rappelez, si ça correspond, si c'est au même endroit, et si en plus, ça correspond également sur la carte pachymétrique de la topographie des élévations au point le plus fin, s'il y a une conjonction du point le plus bombé, du bombement postérieur et du point le plus fin, c'est hautement suspect de kératocone. Voilà, et puis comme toujours, il y a des logiciels qui ont été développés pour nous aider à faire aussi le kératocone. Donc il y a le logiciel Belin-Ambrosio, dont le principe, si vous voulez, est de non plus avoir comme sphère de référence une sphère sphérique, mais d'avoir comme sphère de référence une sphère sphérique, pour essayer justement de mieux visualiser ce point le plus bombé. Donc vous voyez, c'est une image, ici c'est la sphère de référence normale, ici, vous voyez, en utilisant cette sphère de référence sphérique, le point le bombement postérieur est plus mis en évidence. Et c'est tout. Voilà. Alors il y a un autre logiciel également, qui est le logiciel SCORE, qui a été développé avec le Pentacam, dont le principe est d'analyser différents paramètres et de vous permettre de suspecter, de porter les densités de kératocone frustes. Pourquoi j'avais mis ça à l'époque? J'avais mis ça parce que je crois qu'il ne faut pas, ça dépend comment vous buvez le café. Soit vous décidez de boire le café sans savoir comment ça marche, comment ça se fait, et vous utilisez l'espresso. C'est ce que vous faites si vous utilisez les logiciels liés aux topographies cornéennes. Si le logiciel vous dit vert, vous pouvez y aller, vous l'opérez. Si vous dit rouge, vous ne l'opérez pas. Si vous dit jaune, orange, souvent vous ne l'opérez pas. Mais je pense que c'est ce que j'essaie de vous expliquer dans ce topo. Il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir comment il faut moudre le café et comment ensuite le café va passer pour avoir un excellent café. Je crois qu'il faut savoir retenir les signes dont je vous ai parlé. Il faut savoir retenir le bombement en topographie spéculaire, le bombement inférieur décentré, la forme en J, vous avez l'angulation des axes. Il faut savoir sur la topographie d'élévation retenir que bombement si on n'a pas une image en sablier et si on a un bombement postérieur décentré par rapport au sol de la cornée qui fait plus de 20 microns, certainement si c'est des kératocone. Et si en plus, à la carte pachymétrique, on a le point le plus fin qui est décentré, et si on a une conjonction de ces trois points, sans regarder les logiciels, ou même en regardant les logiciels de l'intelligence artificielle, je crois qu'il faut savoir récuser ce patient et les récuser nous-mêmes, et pas simplement lire ces logiciels d'intelligence artificielle. Et je crois qu'un bon chirurgien réfractif, c'est avant tout un chirurgien qui sait éliminer les kératocones frustes, et pour les éliminer, il faut savoir interpréter soi-même les cartes des topographies, et en se rappelant des points essentiels dont je vous ai parlé pour faire l'exercice de kératocone. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bacaz, pour cet exposé très didactique, pour ces explications. Je pense qu'on a dépassé un peu le temps prévu pour notre séance. Ouais. Je laisse la table à professeur Armani. Elle est là. Merci encore.